Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et depuis le Brexit, le Royaume-Uni aura connu 4 premiers ministres. Donc après la victoire du Livre, le premier ministre pro-Union européenne, David Cameron, avait dû quitter ses fonctions, remplacé par Theresa May, elle-même remplacée 3 ans plus tard parce qu'elle échoue à trouver un accord avec Bruxelles concernant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et Theresa May démissionne à nouveau, remplacée donc par Boris Johnson, qui après 3 ans de mandat est évincé du Parti conservateur. On pensait qu'il serait remplacé par Liz Truss, qui malheureusement, après 44 jours de mandat, a présenté sa démission ce matin. Alors pourquoi une telle valse des premiers ministres britanniques ? On en parle avec Jean-Michel Salmon. Bonjour Jean-Michel Salmon. Bonjour. Alors vous êtes docteur en sciences économiques, vous êtes auteur du grand abécédaire du Brexit aux éditions Les Trois Colonnes, préfacé par Jacques Sapir, et on vous invite régulièrement parce que régulièrement donc il y a un nouveau premier ministre anglais. Alors j'espère que on va pas vous inviter encore dans 2 mois, enfin ça sera toujours un plaisir de vous avoir. Mais alors est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le pouvoir du premier ministre anglais ? Ah, très bonne question. Oui, bon, on n'est pas à l'abri d'un renouvellement encore d'un changement de Premier ministre d'ici la fin de l'année. Certains en parlent déjà. Alors, sur ses pouvoirs, c'est un régime parlementaire, donc il est chef de gouvernement. Donc, c'est un petit peu l'équivalent de chez nous, l'équivalent du pouvoir du président et du Premier ministre réunis dans le cadre de la Ve République, toutes choses égales par ailleurs, pas toute proportion gardée, puisque la reine n'a absolument aucun pouvoir exécutif réellement autre que celui de signer ce que le gouvernement lui donne au niveau des institutions britanniques. Donc c'est vraiment un chef plein et entier de gouvernement. Et donc depuis donc le Brexit, depuis 2016, donc ce sont les conservateurs qui sont au pouvoir. Mais comment vous expliquez qu'il y a une instabilité depuis le Brexit des premiers ministres anglais ? Alors c'est une question très importante parce qu'il y a les choses apparentes et puis il y a les choses sous-jacentes, on va dire. Le sous-jacent, c'est qu'effectivement depuis le Brexit 2016 même, et donc la démission de Cameron qui lui était un partisan du maintien dans l'Union européenne et a donc très très honorablement démissionné pour ne pas conduire un bateau dans une direction qui n'était pas celle qu'il préférait, comme il avait dit lui-même. Lui a succédé alors Theresa May, avec un premier paradoxe, c'est qu'elle n'était pas elle-même favorable au Brexit, mais le processus de désignation avait fait à l'époque que Boris Johnson avait renoncé à la candidature dans la bataille de la succession parce qu'il avait été trahi déjà par son bras droit dans son propre camp. Donc il avait senti que c'était pas le moment d'y aller. Donc il avait renoncé. Et à l'époque, donc Theresa May était devenue assez vite la seule candidate du parti. Et il se trouve qu'elle a mené une négociation assez calamiteuse avec l'Union européenne, qui a conduit à une impasse en 2019 avec son accord de divorce qui était signé avec l'Union européenne, mais qui a été rejeté par 3 fois par le Parlement, Westminster, puisque ça prend la forme d'un traité international, ça nécessite une ratification. Et c'est à ce moment-là qu'a émergé Boris Johnson, et il a été relativement stable pendant 3 ans en réalité, jusqu'en 2022, puisqu'il a réussi à faire le Brexit. Il a gagné des élections magistralement en décembre 2019, qui a donné le principe de la conservation du pouvoir au Parti conservateur pour 5 ans. Donc, en principe, jusqu'à fin 2024. Alors, à partir de là, on est rentré, dès que Boris a été nommé, qui lui vraiment faisait le Brexit avec une volonté beaucoup plus affirmée d'obtenir des gains de négociation meilleurs que ceux que pouvait obtenir Theresa May. Il a réussi à pas mal de choses lors de son mandat, mais il ne faut pas perdre de vue que depuis le début, c'était l'homme à abattre. En fait, depuis sa nomination l'été 2019, c'était l'homme à abattre par tout l'establishment, disons, à la fois pro-européen et globaliste, au sens désireux d'avancer dans le programme de Davos, du World Economic Forum, etc. Et donc, ça a été l'homme à abattre. Il y avait la fameuse maxime « If Boris goes, Brexit goes ». Donc, si Boris s'en allait, le Brexit sera éliminable. Et donc, il y a eu toute une série de chasses aux sorcières, de campagnes contre lui qui se sont accumulées comme plusieurs strates jusqu'à ce que, finalement, à l'été 2022, il soit de nouveau victime d'une
d'un coup de couteau dans le dos par son ministre des Finances, Rishi Sunak, qui lui est bien le représentant du camp d'en face, le représentant chéri de l'establishment et des Davosites. Et donc, à partir de là, il y a eu une cascade de démissions. Le gouvernement s'est un peu effondré parce que au sein du parti conservateur, en réalité, il y a une bataille qui fait rage, qui fait toujours rage entre les vrais Brexiteurs et les autres qui sont plus proches de l'establishment et de l'agenda globaliste. Et donc, il a chuté à ce moment-là. Et donc, conformément aux institutions britanniques, le parti qui avait le bénéfice du pouvoir restait au pouvoir jusqu'à fin 2024 et devait désigner son successeur selon une procédure interne qui est bien connue, qui consiste dans un premier temps à faire voter les députés, donc à peu près 300 députés, 300 et quelques députés conservateurs qui choisissent les deux finalistes. Et les deux finalistes sont ensuite départagés par les militants, c'est-à-dire à peu près 170 000 membres du Parti conservateur. Alors il se trouve que la bataille avait fait rage déjà cet été, puisque les deux finalistes, c'était Liz Truss, qui elle se présentait un peu pour le camp brexiteur, face à Rishi Sunak, donc ce fameux ministre des Finances ultra riche et globaliste. Le fait est que les militants, lors de cette finale entre ces deux candidats, ont choisi Liz Truss, puisqu'ils se sentent plus proches de cet agenda et de ce profil brexiteur. Et donc, si vous voulez, tout l'effort qu'avait fait Sunak et son camp pour abattre en quelque sorte politiquement Boris Johnson n'avait pas porté immédiatement ses fruits, puisqu'il se retrouvait avec un nouveau candidat et une nouvelle première ministre qui avait une ligne plus dure encore que Boris Johnson sur le plan politique et économique. Et donc, ils ont dû avaler leur chapeau temporairement, puisque une fois que Liz Truss a été nommée en début septembre, elle devenait la nouvelle personne à abattre en lieu et place de Boris Johnson. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une guerre interne qui est particulièrement féroce et qui oppose finalement tout simplement les Brexiteurs à leurs ennemis intimes au sein du parti, qui sont prêts finalement à aller très très loin dans, je dirais, des coups de feu qui peuvent se tirer dans le pied, des balles qui peuvent se tirer dans le pied, prêtes à aller très loin, puisqu'à la limite, s'ils effondrent le parti par cette guerre interne pendant 1 an ou 2, jusqu'aux élections générales ou après, quitte à ce que ce soit les travaillistes qui arrivent au pouvoir comme un résultat inattendu ou non pas cherché, mais finalement logiquement obtenu en 2024, pour ces conservateurs-là, d'une certaine manière, ça serait pas si grave, parce qu'avec les travaillistes, on aurait un agenda pro-européen. Et donc, finalement, quelque part, ils préfèrent l'agenda pro-européen à leur propre parti, éventuellement à leur propre carrière temporairement, et finalement à leur propre pays, à la démocratie, au choix fait par le peuple britannique. Et est-ce que... oui. Dites-moi. Donc, on arrive à une situation où, de nouveau, ces jours-ci, ils ont créé de toutes pièces un marasme politique, avec en surfant sur, disons, un mini-crack de la livre il y a 2 semaines environ, mini-crack provoqué par une réaction des marchés, comme on dit, des marchés financiers, et notamment des détenteurs de fonds de pension britanniques, contre la livre et contre les bons britanniques, l'équivalent des bons du Trésor, qui ont tout d'un coup connu une crise et qui a précipité, je dirais, la chute de Liz Truss cette fois-ci, parce qu'on a prétendu partout que son programme économique était particulièrement inconséquent, ou en tout cas plein de conséquences négatives, mais en tout cas inconsidérées. Or, les marchés financiers, derrière, c'est aussi beaucoup d'énormes fonds de pension comme Blackstone, BlackRock, etc. Et il se trouve, comme par hasard, que, par exemple, l'ancien ministre des Finances de Cameron, George Osborne, qui est un pro-européen globaliste typique de la liste de la ligne Rishi Sunak, était passé, après avoir quitté le gouvernement, était justement passé comme conseiller à l'investissement dans BlackRock. Donc on voit très bien qu'il y a des attaques spéculatives qui ne sont pas sans connotation politique ou motivation politique derrière. Donc on a orchestré comme ça toute une sorte de chute financière, mais qui en réalité a été de courte durée, un feu de paille, puisque on dit souvent la Banque d'Angleterre a dû mobiliser 65 milliards de livres pour sauver un peu l'équilibre financier. En réalité, elle a annoncé qu'elle pouvait aller jusqu'à utiliser 65 milliards de livres, et elle a utilisé seulement 3-4. Donc ça a été une tempête dans un verre d'eau, mais ça a été suffisant,
puisque depuis la livre s'est quand même un peu redressée. Bon, elle a perdu du terrain par rapport au dollar, comme toutes les autres monnaies actuellement, mais disons que le chaos orchestré et affiché par les tenants de la ligne europhile et globaliste a suffi pour faire chuter Liz Truss. Donc voilà où on en est aujourd'hui, avec la nécessité, toujours par le Parti conservateur, de lui trouver à nouveau un successeur pour continuer le mandat jusqu'en 2024. Et quels sont les potentiels candidats alors pour succéder à Liz Truss ? Alors, ce qui est très amusant, évidemment, c'est que, de nouveau, on retrouve Rishi Sunak, qui est toujours celui qui est le leader de ces attaques répétées et incessantes vis-à-vis du gouvernement brexiteur. Et puis, un candidat potentiel qui émerge contre toute attente, peut-être pour ce camp-là, c'est le retour de Boris Johnson. Qui effectivement, aujourd'hui, il n'a pas quitté le Parti conservateur. Il a quitté son poste de leader du Parti conservateur, mais il était toujours resté député. Et donc, candidat tout à fait légitime et potentiel, sur le plan légal en tout cas, à la procédure interne au Parti conservateur. Donc là, ça sera... Donc on va se retrouver avec de nouveau Boris Johnson éventuellement candidat face à Rishi Sunak. Alors face à ça, le comité 1922, qui est le comité interne au Parti conservateur qui établit et peut changer les règles et peut également celui qui organise les votes internes pour sortir le Premier ministre le cas échéant, a décidé aujourd'hui de modifier une règle. Donc modification des règles juste avant un scrutin, c'est jamais très élégant, évidemment. Mais la nouvelle règle qu'ils ont établie, c'est qu'un candidat, pour pouvoir être qualifié au concours interne, devra réunir dès le premier tour 100 signatures de députés conservateurs. Et là, c'est une tentative de nouveau de ce comité pour essayer de pousser Sunak en avant et même de le laisser seul qualifié, puisque lors du dernier concours en juillet, il avait obtenu au premier tour, je crois, un peu plus de 100 voix de députés. C'était le seul. Et là, la tentative de ce comité, c'est de faire en sorte que Boris Johnson n'ait pas immédiatement les 100 voix, les 100 votes, et soit éliminé d'emblée dans le concours. Et qu'il ne puisse pas se présenter. Bon, c'est une belle forme de démocratie que vous nous présentez là. Merci beaucoup Jean-Michel Salmon. On vous réinvitera parce que j'ai l'impression que la situation est loin d'être complètement pacifiée dans ce Parlement britannique. Merci beaucoup. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.